Dans cette nouvelle capsule, il va être question de la suite du chapitre sur la biodiversité. Donc dans la première capsule, vous avez vu les trois échelles, les trois niveaux de la biodiversité. Et dans cette nouvelle capsule, je vous propose de parler des parentés au sein de cette biodiversité et de partir d'un exemple particulier qui est celui des vertébrés. Alors les parentés, on peut les observer en fait à différents niveaux. Donc je vous propose dans un premier temps de voir les similitudes, les points communs au niveau du squelette. Alors, il est question, je vous disais ici, de parler de l'exemple des vertébrés. Donc, je vais prendre ici un exemple de vertébrés qui appartient à chaque grande classe de vertébrés qui existe dans ce grand groupe. Alors, parmi ces 5 grandes classes de vertébrés, il est question dans un premier temps des poissons. Alors, il existe une très grande diversité de poissons. Donc, je vais prendre à chaque fois un exemple particulier. Donc ici, voilà, je vous présente le squelette d'une carpe sur laquelle on peut localiser très bien, vous connaissez tous hein, les squelettes de poissons, donc un crâne, une colonne vertébrale, et puis les arêtes sur cette colonne vertébrale correspondent aux côtes. Donc en fait, la colonne et les arêtes, qu'on a tendance peut-être à ne pas prendre pour du squelette osseux, est en fait bien un squelette osseux chez les poissons. Donc une autre photo qui permet de visualiser ce même poisson vu du haut. Donc là, on voit vraiment très bien le crâne dans la partie avant, la colonne ici, et puis on voit un petit peu moins bien les côtes, l'équivalent des arêtes. Et on voit également qu'ici, chez le poisson, la colonne se termine ici par une queue avec des nageoires, et on a également des nageoires sur le côté qui ont été représentées et collées en dessous. Ici, vous avez le poisson vu de face, donc on voit très bien le crâne. Et puis également en dessous, pour petit rappel, puisque vous l'avez vu au collège, vous avez ici les branchies donc, qui permettent au poisson de respirer. Deuxième exemple, donc ici, on va prendre un exemple de la grande famille des amphibiens. Donc exemple, voici un squelette de grenouille. Alors celui-ci est sous plastique, donc on voit peut-être pas très très bien sur les photos. Donc là, vous avez le profil avec ici donc le squelette. Vous avez ici la colonne vertébrale et on voit très bien les pattes avant et arrière. Donc ici, on voit un petit peu mieux. On a donc le crâne ici, ensuite on a la colonne vertébrale et ici on voit très bien les côtes sur les côtés. Et puis, donc vue de face, voilà, on voit ici très bien le crâne et les pattes. Ensuite, une autre famille, une autre classe de vertébrés, exemple d'un reptile. Alors, les reptiles, j'ai choisi comme exemple la vipère. Alors, parfois, ça étonne effectivement, mais les serpents ont effectivement bien un squelette avec une colonne vertébrale que vous voyez ici sur la partie haute, là, et puis des côtes, un très très grand nombre de côtes que vous voyez ici sur le côté. Donc sur la photo là, vous voyez beaucoup mieux. Donc là, on voit déjà directement le crâne. Ensuite, on voit très bien la colonne vertébrale. Et puis les très très nombreuses côtes. Alors parfois, ça étonne parce qu'effectivement, on a l'impression qu'un serpent, c'est un petit peu tout mou. Mais en fait, non, il y a vraiment des petits os à l'intérieur qui lui permettent justement d'avoir des mouvements très, très rapides. Et puis voilà le serpent vu de face. Et là, on voit donc très bien le crâne. Alors, autre exemple, parmi les oiseaux, je prends l'exemple du pigeon. Donc voilà, le pigeon vu de profil, donc on voit très bien ici son crâne, ensuite une colonne vertébrale et les côtes qu'on voit par ici. Et la colonne se termine par une queue, là donc chez le pigeon, comme chez la poule. Donc ici, vue de haut, on voit encore mieux, donc on voit très bien ici le crâne à l'avant, ensuite la colonne, et là on voit très bien les côtes qui sont sur les côtés. Donc cette colonne se poursuit ici par la partie caudale. Et puis un exemple chez les mammifères. Donc j'ai pris l'exemple qu'on a au laboratoire, il s'agit du lapin. Alors le lapin, ça ressemble énormément le squelette de lapin au squelette des chats. Vous avez peut-être des chats à la maison, donc voilà, le squelette de votre chat serait identique à celui du lapin, où on retrouve également un crâne, une colonne vertébrale et des côtes. On les voit très bien ici sur cette prise de vue, on les voit ici. Alors, vue du haut, on voit mieux la colonne vertébrale, donc ici le crâne, la colonne ici qui se prolonge jusque dans la queue, et puis les côtes qu'on voit bien ici. Et de face, donc voilà, la photo est un petit peu floue, donc on voit ici très bien le crâne. Alors, autre exemple de mammifère, évidemment l'homme. Donc ici, des photos qui ne sont pas de très bonne qualité de l'homme sur lequel vous retrouvez, que vous connaissez sans doute bien, évidemment le crâne, la colonne vertébrale ici, qu'on voit bien ici, et puis bien sûr ici au niveau du thorax, toute la partie qui est faite
de côte. Et puis bien sûr, on a des membres hein, sur chacun de ces exemples, des membres, donc des bras, des jambes chez l'homme, ou des pattes ou des nageoires, qui sont donc qui sont différents en fonction des exemples qu'on peut répertorier. Donc si on résume finalement, et ce que je vous propose de reprendre dans votre feuille de cours, c'est les points communs finalement au niveau du squelette de tous les vertébrés. On va remarquer qu'il y a trois choses qui reviennent toujours, c'est le crâne, la colonne vertébrale et les côtes. Et c'est ce qui définit en fait les vertébrés. Donc là, on était au niveau du squelette. Et il faut savoir que la colonne vertébrale donc, va représenter une sorte d'axe. Et l'organisation à chaque extrémité de cet axe est différente. On a donc un crâne à l'extrémité de l'axe, et puis on a un bassin ou une queue de l'autre côté. Et on va parler d'axe qui va de l'avant à l'arrière, donc d'axe de polarité avant-arrière, ou axe de polarité antéro-postérieure. Donc je vous propose justement d'évoquer ces axes en prenant un exemple concret, la souris. Donc la souris fait partie des mammifères. Donc voici un petit schéma très simplifié d'une petite souris. Donc ce schéma, vous le retrouvez sur votre feuille de cours et vous pouvez rajouter des couleurs pour spécifier justement les différentes polarités. Alors vous avez ici donc à droite l'avant de la souris, à gauche l'arrière, et puis on va pouvoir schématiser. Alors évidemment, on n'est pas en 3 dimensions ici, donc ça va être un peu plus compliqué hein, sur votre feuille, mais voilà, j'ai essayé de schématiser par rapport à l'avant, l'arrière, au dos, au ventre, les polarités. Alors, l'axe de polarité avant-arrière, qu'on appelle aussi antéro-postérieur, donc là, c'est pas très compliqué à comprendre, il va définir l'avant et l'arrière de l'animal. Ensuite, on aura l'axe de polarité dorso-ventral, qui va passer du dos au ventre, et l'axe de polarité droite-gauche, qui va passer du flanc droit au flanc gauche de l'animal. Donc pour ceux qui ont imprimé la fiche de cours avec des couleurs, vous n'avez rien besoin de rajouter. Pour les autres qui travaillent sur Poly, que j'ai distribué, vous pouvez rajouter des couleurs justement pour spécifier ces axes. Donc l'axe antéro-postérieur en bleu, ensuite l'axe dorso-ventral, donc il faudrait imaginer un axe qui traverserait vraiment l'animal du dos vers le ventre, et puis l'axe de polarité droite-gauche, donc qui passerait du flanc droit au flanc gauche de l'animal. Et une dernière chose qu'on peut matérialiser sur ce schéma, c'est ce qu'on va appeler le plan de symétrie bilatérale. Donc la symétrie bilatérale, le plan de symétrie va séparer l'animal en deux côtés, enfin deux morceaux, deux parties identiques. Alors évidemment, sur le schéma à plat sur votre feuille, c'est pas évident. Donc voilà, on va représenter l'axe comme ça, sachant qu'on va le voir un petit peu mieux dans les exemples qui suivent. Alors, autre exemple, donc ici on a repris un squelette de grenouille et puis un squelette humain, et puis à droite là, tout l'individu dans sa globalité. Donc sur les deux premiers exemples, vous retrouvez l'axe de polarité avant-arrière, donc antéro-postérieur, et puis là ici à droite, vous avez le plan de symétrie bilatéral qui sépare donc la personne en deux moitiés identiques, la partie gauche identique à la partie droite. Excusez-moi. Donc ici, il était question des parentés qui étaient vues au niveau du squelette. Alors, il existe d'autres caractéristiques autres que le squelette qui permettent de montrer qu'il va y avoir des points communs. Alors, d'autres types de similitudes peuvent être observés au niveau anatomique. Alors, ce qu'on appelle l'anatomie, c'est l'organisation de la position des organes à l'intérieur du corps. Donc, bien sûr, quand on parle anatomie, il faut parler dissection. Hein, donc, il va être question ici d'observer l'étude de deux dissections à travers deux exemples. Donc, un premier exemple d'amphibien, donc la grenouille, et puis on compara avec un deuxième exemple de mammifère, la souris. Donc ici, vous avez une dissection d'une grenouille mâle. Donc pour disséquer une grenouille, on la met à plat, donc sur le dos, dans une cuvette à dissection. Il faut donc piquer avec des épingles les membres, et puis progressivement, on découpe la peau qu'on va écarter. On écarte l'ensemble progressivement pour pouvoir visualiser les différents organes. Alors ici, que voit-on comme organes? Alors tous ces organes, vous les connaissez. Hein. On a ici donc un petit morceau du cœur. Donc le cœur qui est situé plutôt de manière assez centrale. On a ici le foie. Donc ici, alors on voit un ou deux lobes du foie. Alors le reste peut être caché derrière les poumons, qui sont au nombre de deux. Donc ici le poumon droit, là le poumon gauche. Alors le poumon droit a été gonflé, hein, donc pour qu'on voit très bien sa forme et puis sa structure un petit peu alvéolaire. Ensuite, vous avez au niveau du tube digestif l'estomac, auquel fait suite l'intestin, ici tout du long. Et nous avons ici l'équivalent donc des appareils urinaires et génitaux. Donc ici, on a
les gonades. Donc les gonades, c'est les appareils reproducteurs. Donc chez le mâle, on appelle ça les testicules, comme vous le savez. Et puis on voit ici, au niveau excréteur, les reins, donc qui sont deux masses assez sombres, qui se situent plutôt au niveau du dos. Donc on va les voir plutôt vers le fond là de la cuvette à dissection. Donc ça, c'est pour donc, un mâle. Et on peut regarder la comparaison avec une femelle. Donc on va retrouver les mêmes organes classiques, hein, le foie, le cœur, les poumons, etc., l'intestin. Et là, puisque c'est une femelle, donc il est question ici des gonades de type ovaire. Donc c'est les masses, il y en a deux, hein, on a l'impression que ça fait une grosse masse, mais en fait il y a deux parties. C'est les masses un petit peu granuleuses ici avec des petits grains jaunes, verts, qui correspondent donc aux ovaires. Et on a après le conduit qui conduit justement les ovaires, ce qu'on appelle l'oviducteur. Ça fait un petit tuyau qui est très très contourné. Donc ça, c'était pour la grenouille. Si on s'intéresse à la souris, donc ici chez la souris, on retrouve les poumons, le cœur. Alors, le diaphragme, c'est le muscle qui va séparer l'équivalent du thorax de l'abdomen. Donc le thorax qui se trouverait ici, l'abdomen qui va se trouver là. Donc on reconnaît également les lobes du foie. On a l'intestin. Alors là, l'intestin n'a pas été déroulé comme sur la dissection précédente, donc il est encore très aggloméré, donc avec les différents muscles de l'abdomen. Et puis puisqu'il s'agit d'un mâle ici, comme dans le premier cas, on va avoir les testicules que l'on visualise ici. Et puis s'il s'agissait donc d'une souris femelle, donc on va retrouver l'équivalent. Là, les reins, on les voit beaucoup mieux que tout à l'heure, hein. On ne les voyait pas sur la dissection de la souris mâle parce que l'intestin n'avait pas été déroulé, donc ça va se trouver sur le dos, donc en fait on ne peut pas les voir. L'intestin non déroulé bloque la vision des reins. Donc là, les reins chez les mammifères, alors c'est le schéma classique du rein en forme un petit peu de haricot, hein. Vous avez déjà vu ça, je pense. Donc les reins donc, sont des organes pairs, hein, il y en a deux. Donc, vous les voyez ici. Et là, c'est une femelle. Donc on va avoir au niveau des gonades, on va avoir des ovaires, donc un de chaque côté. Donc ici, on a mis des petits papiers noirs en dessous pour bien les visualiser, puisque c'est des choses qui sont relativement claires au niveau de la couleur. On a ici l'oviducte, donc qui va faire transiter les ovules jusque dans l'utérus qui se trouve ici. Alors l'utérus en fait est formé de deux parties, hein. Chez l'homme c'est différent. On a ici donc le vagin, pardon, et ici on va avoir la vessie, donc, dans lequel on va stocker l'urine. Alors si on résume, donc au niveau anatomique, les points communs. Donc on se rend compte que les organes, qu'ils soient pairs, c'est-à-dire qu'ils aillent par deux, ou impairs, qu'ils soient tout seuls, en un seul exemplaire, ils sont toujours positionnés de la même façon selon l'axe antéro-postérieur. Donc ça, c'est un point commun à tous les vertébrés. Là, j'ai pris que deux exemples, mais en fait, on pourrait généraliser à tous. Et c'est ce qui va permettre de dire que ces vertébrés, ils ont des liens de parenté. Et on va encore évoquer la notion d'ancêtre commun que l'on peut visualiser sur ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Donc l'arbre phylogénétique, ici, vous présente des relations de parenté entre les êtres vivants. Donc ici, le premier que je vous présente est très très simple. Donc on a sur cet arbre quelques exemples d'êtres vivants qui vont être reliés justement par leur parenté. Alors sur un arbre, on localise toujours à la base des branches par des petits carrés ce qu'on appelle le dernier ancêtre commun. Par exemple, celui qui est ici au bout de l'arbre, qui va se lire plutôt de la gauche vers la droite, ça va être l'ancêtre commun de tous ceux qui sont ici. Celui qui se trouve par exemple ici sera uniquement l'ancêtre commun de tous ceux qui viennent après, sur les branches suivantes. Donc par exemple, celui-ci, ça sera l'ancêtre commun du crocodile, du kiwi, du cobaye. Et celui qui est ici, et encore plus récent, ce sera uniquement l'ancêtre commun des deux branches qui viennent après, c'est-à-dire le crocodile, le kiwi. Et pourquoi il y a séparation de certaines branches? Parce que tout simplement, au cours de l'évolution, on voit apparaître des innovations qui apparaissent donc par mutation, comme on l'a dit, des mutations spontanées qui apparaissent au cours du temps et qui font apparaître des nouvelles choses chez les individus qui les portent. On appelle ça des innovations évolutives. Donc par exemple, ici, sur la branche qui mène aux mammifères, on voit apparaître le placenta qui est le caractère unique que possèdent les mammifères. Tous ceux qui sont avant sur les branches précédentes, avant ici, n'ont pas de placenta. Tout comme par exemple les doigts apparaissent après les poissons. À partir de l'amphibien jusqu'au reptile, oiseau, mammifère, il y aura des doigts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les innovations évolutives. Alors on peut regarder ça aussi sur un autre exemple. Alors cet arbre ici est un petit peu plus précis. Elle vous montre pour les 5 grandes classes dont j'ai parlé tout à l'heure, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons, donc des groupes avec quelques exemples. Et vous voyez ici, alors là, les ancêtres communs ont été mis sous forme de petits ronds. Normalement, ce sont des carrés. Et les innovations évolutives, vous les voyez ici, les plumes, l'amnios, les doigts, les squelettes osseux, etc. Donc voilà comment on peut retracer les parentés chez les vertébrés sous cette forme d'un arbre phylogénétique. Donc je vous laisserai lire vous-même le bilan qui est sur votre cours et qui va résumer justement
ces histoires de parenté avec les exemples étudiés au niveau du squelette et au niveau anatomique.